Bonjour les amis, très content de vous retrouver. David Bocage de l'appareil. Je pense que vous êtes au courant de ce podcast intitulé Dread sur le tape. Très heureux de vous retrouver cette semaine pour plein de raisons, plein d'excellentes raisons. Bon, évidemment, je suis très content de l'épisode, très excité de l'épisode que je m'apprête à vous présenter. Mais juste avant, une annonce très, très grisante à vous faire. C'est, dépendamment de quand vous écoutez ceci sur le Patreon, c'est dans la vraie vie. Mais dans la vraie vie, c'est officiel, j'ai maintenant lancé mon premier one-man show intitulé Super Normal. Peut-être avez-vous vu ça passer. Sinon, c'est pour ça que je vous en parle. On couvre tous les angles morts. Oui, c'est officiellement lancé. J'ai lancé l'affiche, d'ailleurs vous avez peut-être vu l'affiche, le visuel du spectacle dans lequel vous allez pouvoir apercevoir mes faces de dingo et vous dire oui, c'est la version visuelle de l'homme complètement zouzou que j'entends d'une manière pas de quotidienne, je dirais hebdomadaire. De ce podcast complètement fêlé. Merci d'ailleurs aux gens pour les beaux commentaires sur l'affiche. On est très contents de cette affiche à mon image, quoi. Donc, vous pouvez aller voir ça sur les réseaux sociaux. Mais oui, le message important est le suivant. Je suis pas bon pour être concis. C'est que je lance officiellement mon one-man show intitulé Super Normal. Évidemment, vous aurez décelé toute l'ironie derrière ce titre de spectacle. Vous qui m'écoutez sporadiquement, vous savez que je suis tout sauf super normal. 2 mots jamais utilisés pour me décrire. C'est un spectacle sur lequel je travaille très, très fort depuis très longtemps. J'ai excessivement hâte de vous le présenter. On a déjà plusieurs dates qui sont mises en vente. Évidemment, le point focal, le lancement du show le 26 mars 2025 au Club Soda à Montréal, où j'avais vu The Killers. Oui, The Killers en 2003, avant qu'ils deviennent big, qu'ils fassent le Centre Bell, et où j'ai fait plusieurs shows du mois à travers les années, salle mythique montréalaise, très musicale, et ça tombe bien, il y a beaucoup de tunes dans mon show. Donc oui, vous connaissez un peu, vous me connaissez ici à Droit peut-être faire des niaiseries, mais c'est vraiment du pur Davy, du Davy 100% jus qu'on va retrouver dans le spectacle condensé, les tunes, les jokes et tout ce que vous connaissez qui fait de moi un être peu recommandable. Alors ça se passe le 26 mars 2025, la première à Montréal. Il y a plein de dates qui sont déjà sorties. 28 mars, première médiatique à Québec au Grizzly Fuzz aussi. Bien hâte d'aller vous retrouver les gens à Québec. Dans tous les cas, peu importe où vous êtes, allez au davidbocage.com. Toutes les dates, tous les billets sont au davidbocage.com. Je suis vraiment excité. J'ai vraiment hâte de vous présenter ça, les amis. Alex Forêt, qui collabore avec moi au texte, et Pierre-Yves Roy Desmarais, qui a un petit cul de course. Alors, non, qui fait aussi la mise en scène, en plus d'avoir un petit cul de course. L'un n'empêche pas l'autre, sachez-le. Alors, davidbocage.com, bien hâte de vous voir en personne et de vous jaser après les spectacles. Oh! Ce qui nous amène à l'épisode d'aujourd'hui, les amis, d'ailleurs, parce que c'est un lien, la tournée, et justement, c'est un épisode qui a été enregistré, non pas à Montréal, mais bien dans la ville natale de mes grands-parents, et j'ai nommé Nouvelle, dans la baie des Chaleurs, en Gaspésie. J'ai fait exception à mes vacances cet été pour aller enregistrer ceci avec Monsieur Louis Slager, un gars dont j'avais beaucoup entendu parler. C'est mon père qui m'a flashé là-dessus. Il m'a dit « Louis Slager! » Et Louis Slager, c'est un peu avant moi. C'est les années 80. Moi, je suis né en 89. Donc, c'est pas un personnage que j'ai vu jouer. C'est pas un gars que je connaissais. Et j'ai toujours une place spéciale dans mon cœur pour les joueurs gaspésiens. D'ailleurs, pas le premier épisode que j'ai enregistré en Gaspésie. J'avais été voir Jean Perron, on se rappelle, à Pabot Mills à l'époque. Mais j'ai toujours un soft spot, comme on dit en anglais, pour les Gaspésiens. Et Louis Slager a connu une carrière vraiment... il a cimenté aussi sa place dans l'imaginaire collectif avec les Nordiques. Bon, il y a beaucoup de mise en contexte à faire parce que pour les gens peut-être de mon âge, ou les gens en tout cas de moins de, disons, une quarantaine d'années, en ce qui concerne la bataille du Vendredi Saint, Louis s'est retrouvé malgré lui au cœur de cette bataille-là. Ça a comme cimenté sa place dans l'imaginaire collectif québécois, si on veut, en assénant un coup à Jean Hamel. Et c'est Jean Hamel qui, lui, a été blessé par la suite, et je pense qu'il n'a pas pu rejouer la Ligue nationale. Et jamais personne s'est intéressé à Louis Slager, à son narratif, à son point de vue dans cette espèce de bagarre, de cette foire générale. Et il a été un peu comme cimenté, comme entre guillemets le méchant. Et je trouvais que c'est injuste. Il manque une grosse partie, je trouve, de l'histoire de cette saga-là. Et c'est pour ça aujourd'hui, pas aujourd'hui, mais au moment d'enregistrer l'épisode où... pas pour cette raison-là, précisément pour 1000 autres raisons, mais que je voulais m'intéresser à Louis Slager. On a maintenant le recul, ça fait plus de 40 ans de la fameuse bataille du Vendredi Saint. C'était 84, si je ne m'abuse. Et Louis, maintenant, en Gaspésie,
retraité depuis un bon moment. Et surtout, je m'intéresse beaucoup au parcours des Gaspésiens, surtout, Louis, dans les années 70. Je veux dire, comment tu fais pour passer de nouvelles à te faire dépister? Il n'y a pas de dépisteur dans les années 70. Puis encore aujourd'hui, je veux dire, dans les arénas de la Gaspésie, il faut vraiment... Et il nous raconte son épopée qui l'a mené à se faire voir puis à monter tranquillement les rangs du hockey. Et c'est absolument fascinant. Tout ça pour dire, j'ai rencontré Louis en vacances. Et oui, qu'est-ce que je ferais pas pour vous, les amis? Hein? J'amène mes enregistreuses partout et je me prépare. Et j'ai rencontré Louis le 8 août 2024 à Nouvelle, en Gaspésie, chez lui. Donc, je remercie Louis qui m'a accueilli comme ça, un bon vrai Gaspésien peut le faire. D'ailleurs, ça se peut que vous décelez pendant l'entrevue. Ça peut m'arriver des fois quand je suis en Gaspésie. Je retombe dans mes pantoufles et des fois, je veux pas dire que je prends l'accent, mais c'est comme si inconsciemment, c'est comme si je recommençais à parler à mes grands-parents, puis ça peut arriver des fois que je tombe dans des petites affaires, regarde, je veux pas te dire que c'est pas que je prends l'accent pour faire exprès, pour faire des jokes, mais regarde, ça peut arriver des fois que dans comme la manière du flow de la conversation, ben regarde, ça remonte tout seul, puis ça c'est pas quelque chose que tu contrôles, puis tu vis avec ça, puis regarde, c'est ça. Fait que oui, ça se peut arriver des fois que vous dites, il prend dessus l'accent, mais c'est pas en blague ou c'est vraiment que quand je suis en Gaspésie, des fois, que voulez-vous chasser le naturel, les revenus au galop. Donc oui, voilà. Donc c'était une année pendant l'enregistrement, je me disais, non, je suis en train de... On dirait que je voulais pas qu'on pense que j'ai l'air de niaiser. C'est vraiment un réflexe qui revient des fois. Donc voilà. Donc voilà, je voulais juste vous mettre en contexte la date 8 août 2024 qui était Louis Slager pour les plus jeunes. Et je pense que c'est tout. Je pense que je vais vous laisser au bon soin de notre conversation que j'ai franchement trouvé fascinante. On parle de plein d'affaires. L'AMH, Michel Goulet, la relation houleuse entre les frères Stachny et plus encore. Mesdames et messieurs, très content, très fier de vous présenter cet entretien avec un Gaspésien de souche, un gars de nouvelle. Voici Louis Slager. Drette sur le tape avec David Bocage. Bon, t'es en train de jaser. Je suis en train de te dire, Louis, que t'es la seule personne qui me fait mettre un cadran en vacances pour venir te jaser à Nouvelle. Comment vas-tu? Ça va très bien, David. Je suis content de savoir en plus que tu me semblais me dire que tu avais déjà entendu parler de Drette sur le tape. Ben oui, ça fait quelques années que j'entends parler de ça. Moi, je suis pas un fan de réseaux sociaux, mais j'entends parler de ça à travers les branches Drette sur le tape. Si ça s'est rendu jusqu'à Nouvelle, c'est bon signe. C'est bon signe. Est-ce que tu as déjà écouté des podcasts, toi? Non, j'ai jamais écouté de podcast, non. Tu pourrais dire que tu as participé à un podcast avant? Je pourrais dire que j'ai participé à un podcast. Avant d'en avoir écouté. Avec un Gaspésien de souche. Oui, je suis bien content. Ça me fait plaisir parce que là, on est à Nouvelle en ce moment. Puis moi, mes origines sont de Nouvelle. On en parlait juste avant de rentrer en ondes, mais ma grand-mère, c'est de McBride de Nouvelle, de la Back Road. Les anglophones, pour les gens qui se demandent pourquoi Kevin a un accent, Kevin, c'est un anglophone à la base. Puis Dr Gauvreau, qui est mon grand-père, que quand je dis ça ici, tout le monde le connaît. Puis c'est drôle, juste avant qu'on commence, je te disais Dr Gauvreau, puis tu m'as dit... Oui, ça a fait partie de notre médecine familiale. Ça a été probablement un des premiers qui m'a traité à Maria, l'hôpital. Mm-hmm. Oui. Il t'a peut-être mis au monde, si ça se trouve. Ça se peut aussi. Il faudrait que je vérifierais avec mes sœurs et frères, mais ça se peut très bien. C'est ça que je suis en train de dire que j'ai une amie qui est jeune, qui commence à travailler à Maria, puis elle me dit n'importe quoi qu'il y a un patient en haut de 50 ans, les notes à la main en hausse, il y a toujours Dr Gauvreau à quelque part. Exact. Slager, c'est quoi l'origine de ce nom-là? C'est allemande. Moi, mon père, c'est de descendance allemande. OK. Puis ma mère est une Casey, c'est descendance irlandais. OK. Ouais. OK, ta mère, c'est une Casey. Oui. Oui, OK, j'ai travaillé. Il y en a beaucoup des Casey dans le coin. Énormément, oui. Il y a un Casey de Carleton, d'ailleurs, qui est Stéphane Casey. Colin. Jean-François Casey, pardon. Jean-François Casey, qui fait des documentaires à l'ONF. Fait que s'il y en a qui ont la chance d'aller voir ça, c'en est un très bon. Puis la raison aussi pour laquelle je veux te recevoir, c'est qu'il y a les Gaspésiens dans la Ligue nationale. Moi, j'ai un ami ici qui disait tout le temps, il y en a un par 10 ans. Il y en a un par 10 ans à peu près.
Puis c'est pas faux, à peu près ça, ouais. c'est à peu près ça. Puis toi, tu fais partie de cette Pas partie de catégorie. ces 10 ans-là. Tu fais partie de la dizaine entre les années 70-80. C'est ça. Moi, je me souviens un peu quand je rêvais à South, Ouais. parce que au tournoi Pee Wee de Chandler, j'avais battu le record à Jude Drouin, qui était un très gros tournoi pour nous dans le temps. Le tournoi Pee Wee de Chandler a été renommé là, une 50aine d'années, là. Oui, ben oui, ben oui. D'ailleurs, après ma carrière, j'ai été invité au 50e anniversaire. Puis c'est là que j'ai rencontré Jude Drouin. Je l'avais jamais rencontré de ma vie. Fait que, Es-tu encore en vie aujourd'hui? Oui. Wow! Oui. T'es encore en vie. J'ai joué un tournoi de golf à Jean Perron à Chandler. Oui. Je dirais il y a 3 ans, là. Il était descendu, oui. Oui, ben moi, j'ai été faire ce même podcast-là chez Jean Perron il y a une couple d'années. OK. Je te laisse deviner que ça n'a pas duré 15 minutes. Non. C'est un bon... Chanceux de te voir aujourd'hui. Oui, que ça finit à temps pour que je sois ici aujourd'hui. Écoute, je pense que le podcast allait finir, puis Jean, il cherche encore des sujets. Attends, je vais te compter. Ce code-là, ça a été donné par Jean Miliveau. Donc, oui, parce que là, pour ceux qui ne se connaissent pas, les plus jeunes, moi-même, j'ai dû faire mes recherches. Jude Drouin, c'est peut-être le Gaspésien qui a eu la plus longue et prolifique carrière, si on veut. Là. Jude a été certainement le premier à partir de Mont-Louis. Il est originaire de Mont-Louis. OK, moi, j'avais entendu Murdochville. Non, il est originaire de Mont-Louis. OK. Ouais. Puis, c'est ça. Lui, il avait joué au tournoi Pee Wee en 61, moi, puis j'ai battu son record en 71. Puis, je me souviens à l'époque, là, Monsieur Gilles Fortier qui décrivait les matchs à CHNC Nocarlaï, AM. J'ai eu la chance de réécouter les tapes, disait on verra ce jeune-là un jour dans la Ligue nationale. Ah oui? En parlant de moi, c'était assez comique de réécouter ça par après. Puis là, t'avais quel âge? J'avais 10 ans. Ah, t'avais 10 ans? Oui. Puis toi, à ce moment-là, quand t'entends ça, puis il y a comme le buzz, est-ce que tu te dis je vais jouer dans la Ligue nationale? Comment t'as pris ça à ce moment-là? Moi, j'étais assez convaincu, peut-être le seul, mais moi-même, j'étais assez convaincu que j'y arriverais. Ah ouais, hein? Ouais. Puis c'était quoi la route? Tu sais, c'est ça moi qui me fascine. La route était longue. Écoute bien le pourcentage d'athlètes qui réussissaient dans le temps. Là. Oubliez, quand j'ai commencé ma carrière, il y avait 16 équipes. Là. Dans la Ligue nationale? Oui, il y avait 350-400 joueurs dans le monde. Là. Puis comment aussi tu pars de nouvelles, puis de la Gaspésie, dans le sens qu'il n'y a pas un scout dans les arénas, puis oui, en 60, quoi, on est en 75, 60? Zéro. La première année que j'ai entendu parler d'un dépisteur qui était venu au tournoi Midget à New Richmond, j'avais 15 ans, 16 ans. Et puis, c'est la première année qu'on a entendu parler qu'il y avait des dépisteurs. C'est un dépisteur du National de Laval. OK. Puis, il m'avait repêché cette année-là. Ça, c'était dans la Ligue Midget? Non, c'était pour aller dans le junior majeur. Donc, junior majeur, OK. Ouais. Puis, l'équipe appartenait à Johnny Rougeau. OK. Le lutteur? Oui, exactement. Ah. Puis, c'était dans les années de Mike Bossy. OK. Oui. Puis, je me souviens, avec mon père, j'avais fait 12 heures de train. On avait embarqué sur le train Nouvelle. On avait débarqué à la Gare Centrale à 9 h le matin. Wow. À Montréal. Train de nuit. Oui, train de nuit. Puis, à 10 h, 10-11 heures, j'avais une pratique. J'ai fait 2 pratiques de patin. En fin de compte, on n'a même pas fait du scrimmage. Puis, après la pratique, M. Rougeau m'a fait venir dans son bureau. Puis, il m'a dit, t'es un bon petit joueur. On voit que t'as du cœur au ventre tout. Mais il dit, tu feras jamais une carrière de hockey. Ça fait que je te suggérerais de continuer des études. Puis, ah oui? on est parti à la Gare Centrale, puis on a redescendu à Nouvelle la même journée. Là, on a pris le train minuit le soir, puis tabarouette. le lendemain, à 9 h, on était revenu à Nouvelle. Et maman? Ça m'avait un peu ébranlé, mais heureusement, j'avais de très bons parents, puis mon père et ma mère ont été les deux qui ont le plus cru en moi. Et puis, mon père m'avait inscrit à l'école de hockey cette année-là. C'est une école que j'allais qui s'appelait l'École moderne de hockey. C'était dirigé par M. Gaston Marcotte et Jean Trottier. Puis, c'était une école assez renommée. Il y avait toutes des... Même Guy Lafleur... mes premières années, à 10 ans, Guy Lafleur me donnait des coups de patin. Et Guy avait 18-20 ans. Ah, ça, c'était où, cette école-là? C'était à Montréal, l'Université de Montréal. OK. Sur le site de l'Université de Montréal. Fait que mon père m'a dit d'aller à l'école de hockey, qu'on savait jamais ce qui va se passer. Puis... je voulais pas y aller trop. J'étais un peu découragé, tu sais. Puis finalement, je suis allé, puis c'est là que tout a débloqué. Ah oui? À l'école de hockey? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? L'école de hockey, l'école moderne de hockey de M. Drapeau puis Gaston Marcotte,
tous les joueurs midget 3A, les joueurs de Montréal, des alentours de Montréal, des Laurentides, tout, allaient à l'école de hockey juste avant le camp d'entraînement junior. Fait que moi, le soir, on avait des parties, puis je scorais 2 buts, puis 3 buts, puis 2 buts, puis 3 buts, puis 2 buts, puis 3 buts. Fait qu'à la fin de la semaine, là, ils sont venus me voir. M. Marcotte est venu me voir avec Yvan Gingras. Yvan Gingras coachait à Chicoutimi dans le temps. OK. Ils ont dit, as-tu déjà été repêché? Non, j'ai dit, l'année passée, j'étais allé à Laval, mais ils m'ont dit, je ne ferais pas un joueur de hockey. Fait que là, Yvan Gingras, il coachait à Chicoutimi. Fait qu'il a dit, ça t'intéresserait-tu de venir faire le camp d'entraînement comme invité avec les Saguenayens? Ben, j'ai pas de trouble, là, moi. Je m'ai appelé mon père, puis j'ai dit, si tout est correct, ben, on va y aller certain. C'était directement, dans le fond, tu allais de Montréal à Chicoutimi. J'ai parti de Montréal, l'université, puis je m'en étais direct à Chicoutimi, puis c'est là que le tout a commencé. The rest is history. La première année, j'ai scoré 53 buts. Ça, c'est à quel âge? 16 ans? Non, j'ai arrivé late, moi, là. Okay. J'étais rendu à 18 ans. Je jouais sur, ouais. Puis il n'y avait pas de 20 ans dans le temps. OK. J'ai seulement joué 2 saisons, 18-19. Parce que dans le temps, junior major, tu peux jouer de 16 à 19. Exactement, oui. OK. Toi, tu es arrivé à 18, donc ton année de repêchage. Je suis arrivé à 18 de mon année de repêchage. Non, mais dans ce temps-là, ils repêchaient après le junior. Donc, quand tu finissais à 19 ans. OK. Ouais. Fait que t'as fait ta première année. J'ai fait ma première année, j'ai scoré 65 goals, 53 goals. Quand même. 103 ou 105 points. La deuxième année, 65 goals, 119 points. Ben oui, j'ai été voir ça. C'était tellement offensif à l'époque. 78, là, qu'on parle, chez Chicoutimi. Sais-tu, t'étais le combienième scoreur de la Ligue avec 119 points? J'étais dans les alentours de 18-20, je pense. T'étais 20e. Bravo, premièrement, mais moi, point bonus, 20e compteur de la Ligue. Oui, c'était incroyable, je pense. Puis là, je tiens à dire 119 points en 71 matchs. Ouais. C'était pas en 86 matchs. Non. Et le meneur de la Ligue, pour vous donner une idée de l'offensive de l'époque, Ron Carter. Oui, avec les Ron Fritz Carter, avec les Castors de Sherbrooke. Si tu te souviens, il y avait combien de points? Je pense qu'il y avait 212 points, quelque chose de même. Il y avait 174. 174. L'année d'avant, il y en a un qui a fait 212. Ah ouais, hein? Ouais. 174 points en 71 matchs. Ouais. C'est du point, ça. C'est du point. Je me disais, mon Dieu, justement, il y avait-tu 21 ans? Mais non, justement, tu me disais qu'il n'y avait pas de 21 ans. C'était pas terrible pour le repêcheur des gardiens. Non. C'était un autre style aussi de gardien à l'époque. D'ailleurs, tu jouais avec les Saguenay, tu jouais avec Guy Carbonneau? Oui, je jouais avec Guy Carbonneau. J'ai resté en pension avec Guy Carbonneau 2 ans. Wow. Oui. On est de très bons amis, moi et Guy, puis on s'est toujours... Bien accordé. Oui, exactement. À part nos années de rivalité canadien-nordique, là, mais non. Comment ça se passait, ça, quand tu joues contre lui, canadien-nordique, mais que vous avez habité ensemble, puis vous êtes amis, puis... Je pense que ce petit bout-là, on s'était un peu perdu là, comme amis parce que c'était comme démesuré. Mm-hmm. La rivalité avait pris des proportions exagérées. Là. Ouais. On connaît tous ce qui est arrivé. Là. Ouais. Fait que mais est-ce qu'aujourd'hui, vous parlez encore? Oui. Ah oui, avec Guy? Oui. Ah, parce que des fois, ils viennent dans le coin avec les anciens. Oui, tout ça. Oui. C'est assez rare que Guy descend quand même là, dans les tournées. Là. Okay. Il descendait au début, mais là, c'est plus, on dirait que c'est plus des jeunes du Canadien là, qui ont sorti dernièrement qui descendent dans les tournées. Là. Oui. Je dis ça parce que moi, je l'avais croisé à Havre-Saint-Pierre parce que par hasard, j'étais en show puis eux étaient là avec les anciens Canadiens. Fait que là, Chicoutimi, 119 points en 71 matchs. T'es repêché à ce moment-là par les Canadiens de Montréal. Ça, c'est drôle parce que là, en ce moment, il y a 7 rondes dans la Ligue nationale. Il y en avait 9 quand j'étais jeune, puis ils veulent baisser ça à 4 ou 5 parce qu'ils jugent que c'est déjà assez. Toi, t'as été repêché en combienième ronde? 21e. 21e. En même temps, il y avait 16 équipes. Oui, 21e ronde, puis moi, je suis le 233e joueur. Il y en a eu 234 de repêchés cette année-là. C'est vrai? Oui. T'étais l'avant-dernier? Oui. Wow. Et si ma mémoire est bonne, je regarderais, là, c'est Chris Nyland, 234. C'est vrai? Ouais. Ou avant moi, là, je me souviens pas. Dans ces eaux-là? Oui, 32 ou 34, là. Ouais. Je pense Patrick Holmqvist aussi, des Prédateurs, en tout cas des joueurs repêchés dernier ou avant-dernier qui ont eu des
carrière, là, il y en a eu quand même. Il y en a eu, ouais. C'est drôle que tu étais... Il y en a eu autant que des premiers repêchages qui n'ont jamais fait fureur. Oui, des Neil Yakupov ou des... Ouais. À ce moment-là, on est en 78, 21e ronde. Toi, t'étais pas présent, j'imagine, physiquement au repêchage? Moi, j'étais en train de planter des arbres en forêt. Ici? Oui. À Gaspésie? En Gaspésie, en arrière de Nouvelle. Mm-hmm. Je m'avais engagé sur une équipe pour planter des arbres durant l'été. Mm-hmm. C'était des jobs d'été pour les étudiants, tout ça. Ouais. Puis la journée du repêchage, c'est le chauffeur d'autobus qui est venu m'avertir parce que lui, il écoutait ça à la radio. C'est lui qui est venu m'avertir que j'avais été repêché par les Canadiens de Montréal. Notre journée s'est terminée là. Ah ouais? T'étais dans le champ quand t'as appris ça? Oui. T'es en train de planter des arbres. Qu'est-ce que t'as fait à partir du moment que t'as appris que t'étais repêché? Bon, on fait des farces, on a continué notre journée toute, mais au moins, tu sais, au moins j'avais une opportunité d'aller faire un camp d'entraînement. Ouais. Ben, je savais, en étant repêché par le Canadien, je savais tout de suite que j'avais zéro chance avec l'équipe et presque zéro chance à Halifax. Parce que c'était trop... Écoute, dans les camps d'entraînement, l'équipe d'Halifax battait le Canadien. Ben voyons. Ben oui. Tellement c'était fort. C'était incroyable, les gars qu'il y avait là. Je te nommerai des noms, là, je pourrais tout te nommer. Ouais, là. Vas-y. Gilles Lupien. Chartra, ouais. Robinson, Jarvis, Tremblay, Mondou. Et j'en oublie. Ouais. Ça attendait tout. Guy Carbonneau, ça attendait tout pour rentrer dans la Ligue nationale. Wow. Fait que c'était loadé, comme on dit. Oui. Ben, nous, dans le temps, en 78, je sais pas si tu te rappelles, mais il y avait l'Association mondiale. Oui, c'est ça l'arrivée. Fait que nous, moi puis Michel Goulet, notre agent, c'était Guy Bertrand, l'avocat de Québec. Ouais. Puis, Monsieur Bassett, qui avait une équipe à Birmingham, Alabama. Aux États-Unis, ouais. Oui. Monsieur Bassett, lui, il avait transféré son équipe, qui était les Toros de Toronto. Il avait transféré l'équipe en Alabama. OK. Fait qu'à Birmingham, en Alabama. Puis, lui, il voulait tout avoir les joueurs qui étaient numéro 1 ou 2, présélectionnés dans la Ligue nationale, mais il voulait les avoir dans son équipe. OK. Donc, dans l'été, il a fait signer des contrats à Gaston Gingras, Rob Ramage, Craig Hardsburg, Rick Evive, Pat Riggin, Michel Goulet et moi. Fait que nous autres, ils nous appelaient les Baby Bulls. On avait tous 18 ans, 19 ans. Puis mais c'était tout ce que tu viens de nommer, c'est tous des bons joueurs de hockey. C'est tous des gars qui ont eu des carrières exceptionnelles en Ligue nationale. Ouais. Fait qu'on avait tous ces joueurs-là, je viens de te nommer, on avait une opportunité d'embarquer dans le pro immédiatement sans aller d'un camp d'entraînement de la Ligue nationale puis se faire envoyer dans la Ligue américaine, un exemple. Ouais. Fait qu'on a tous embarqué dans le projet. Puis j'imagine, est-ce que, vu que lui, vous voulez, mais en même temps, vous vouliez jouer là, est-ce que, parce que, tu sais, beaucoup sont partis dans l'Association mondiale pour l'argent. Tu sais, Régent Hall était parti, Bobby Hall, tout ça. Est-ce que vous étiez bien payé pour jouer là? Dans le temps, on était très bien payé. Je me souviens, tous les gars que je t'ai nommés, il y avait 50 000 par année. En 78, Puis moi, j'avais, oui, mais des contrats garantis. Ouais, là. ouais. Oui. Puis moi, j'avais 25. Parce que moi, j'avais 19 ans. Ouais. Autrement dit, je n'étais pas un underage, là. Ouais. Exact. Mais quand même, pour l'époque, c'était bon, quand même. C'était très bon pour l'époque. Ouais. J'aurais même pas signé un contrat avec le Canadien, probablement. Ouais, c'est vrai. Parce qu'il y avait même plus de contrat à offrir. Exact. Tellement il y avait des joueurs sous contrat, là, déjà. Ouais. Il y avait un genre de monopole. Est-ce que toi, tu étais surpris d'être repêché par le Canadien ou en tant que Québécois, tu te dis, bon, les Canadiens repêchaient tellement de Québécois que... J'ai été très surpris. Ah oui? Oui. À l'époque, j'ai été très surpris parce que c'était l'organisation avec le plus de prestige. Mm-hmm. Tu sais. Puis moi, c'était Claude Ruel qui m'avait repêché en plus. Ah oui? Oui. T'as su ça avant ou après, j'imagine? J'ai su ça parce que c'est lui qui était venu me voir. C'est lui qui était venu me poser un peu des questions avant que je finisse la saison à Chicoutimi. OK. Puis, veux pas, c'était un des très, très, très bien cotés dans la Ligue nationale pour le repêchage dans le temps, là. Ouais. Il savait où étaient les gars. Fait que là, tu t'en vas à Birmingham, tu joues une saison? On a joué une saison parce que, c'est ça, on a joué une saison parce qu'à la fin de la saison, la Ligue
la Ligue a Ouais, pas elle a été continué. dissous. Ouais, dans le fond, ça a été absorbé par la Ligue nationale de hockey. Exactement. Ça fait qu'il y a 4 équipes qui ont joint la Ligue nationale l'année d'après. Edmonton, Hartford. Winnipeg, Québec. Exactement. Et donc, qu'est-ce que ça faisait pour un gars des Bulls? Ouais, exact. C'est ça. Nous, avec les Bulls de Birmingham, ça a fait un peu le même système que quand les nouvelles franchises, là, Vegas, puis... Ouais, expansion. Là. Exactement. Ouais. Ils ont mis nos noms au ballottage dans toutes les équipes. Puis moi puis Michel Goulet, Québec nous a repêchés dans le repêchage d'été. Là. Puis on parlait de... J'ai vu le nom. Quand tu étais avec les Bulls, j'ai juste de voir, avant qu'on passe au Nordique, tu as joué avec Paul Anderson. J'étais sur la même ligne de Paul Anderson. Le fameux Paul Anderson. Le fameux Paul Anderson, du 1972. Ouais. Oui. Et là, il était quoi? Il était-tu en fin de carrière à ce moment-là? Ben oui, il était en fin de carrière. Tous ces gars-là, comme tu as nommé tout à l'heure, Jean Hall, Paul Anderson, Bobby Hull, Gordie Howe, Il était plus vieux. ça avait tout switché dans la MH à cause des salaires. Ouais. Puis, parle-moi un peu de Paul Anderson. Est-ce que tu avais parlé, toi, de ça, du but? C'était quoi? Oui, il parlait souvent. Moi, Paul, ça a été un mentor pour moi, là. Vraiment, à Birmingham, je te dirais, c'est le gars qui m'a plus aidé. Parce que, à l'époque, je comprenais l'anglais, mais je parlais pas très, très bien. Puis Michel parlait pas anglais du tout. Fait que ça a été difficile, nous autres, de s'adapter, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, là. Il y avait de l'intimidation français-anglais, là. Dans l'équipe ou dans la ligue? Dans l'équipe. Nous autres, on allait prendre la place des autres, puis on était des froggies, puis on était des Frenchies, puis on était des outsiders, puis on n'était pas aimés. Puis Paul avait là-dedans Paul tempérait ça. Puis il a été correct avec vous. Il a été très, très correct avec moi, Michel, et tous les jeunes. Gaston Gingras, toute la gang que je t'ai nommé tout à l'heure. Ouais. Ça a été un mentor pour nous autres. Parce que c'est un gars qui est rentré dans la légende avec son but. Oui. Donc, les Nordiques arrivent à Québec. Et toi, tu arrives en même temps que tout ce monde-là. Parle-moi un peu, parce que toi, c'est littéralement l'arrivée des Nordiques dans la Ligue nationale. Là, on parle du retour des Nordiques, mais parle-moi de l'arrivée des Nordiques à Québec, l'impact, puis l'effet que tu sentais dans la ville. C'était... Premièrement, les Nordiques existaient dans l'AMH depuis 1972. C'est vrai. OK? Ben, dans un colisée qui pouvait accueillir, je dirais, 14 200 personnes. À l'époque, avec les salaires de l'AMH, c'était correct. Ouais. Mais quand on est arrivé dans la Ligue nationale, tout ça, c'est de valeur qu'il n'y a pas eu un amphithéâtre tout de suite qui a été fait. Mm-hmm. Parce si tu regardes ça par après, on aurait dit que ça a tué les Nordiques à long terme parce qu'ils ont souffert de ne pas avoir un gros colisée au début. Pour faire plus de revenus. Voilà. Fait que, si on parle de l'accueil, là, c'était incroyable. Du public. Les gens partaient de la Gaspésie, de la Côte-Nord, Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'était une équipe du peuple. Ouais, vraiment. On parlait des gens qui t'ont joué, que t'as côtoyé, que ce soit avec les Bulls, mais avec les Nordiques, ça donne pas sa place. Michel Bergeron. Parle-moi un peu de Michel Bergeron comme coach. Tu sais, on le connaît comme personnage public, comme il est dans les médias depuis maintenant 30 ans, mais parle-moi de lui un peu comme coach. Michel, je pense... Les autres... Michel, premièrement, j'ai joué contre lui, Chicoutimi, tu sais, Trois-Rivières. Ouais. Fait que il y avait des flamèches assez souvent entre les deux équipes. Michel a gardé son style fougueux comme entraîneur, tu sais, fougueux junior, tout ça. Puis c'est un gars qui nous a donné une première chance à bien des gars, comme moi, puis Pierre Aubry, Richard David, des gars de même, Normand Rochefort, Dave Pichette, Alain Côté. Tu sais, faut pas oublier ça non plus. Puis, durant les premières années de sa carrière, quand il est arrivé à Québec, c'est un gars qui était très disponible pour les journalistes avec des histoires farfelues. Il savait attirer les médias. Ça fait qu'il s'est attiré l'attention... attiré l'attention de la ville, c'est devenu un chouchou de la ville puis des journalistes là assez rapidement. Il faisait de la bonne promotion. Maintenant. Exactement, oui. Tu sais, Michel Goulet, tu l'as connu à Birmingham. Parle-moi un peu de l'évolution de Michel Goulet, le kid qui arrive à Birmingham, puis le gars qui va devenir un membre du Temple de la Renommée à Québec. Quel genre de... Parce qu'encore une fois, les gens de mon âge l'ont pas vraiment vu jouer. Parle-moi un peu de Michel Goulet, le joueur de hockey, là, parce que je pense que c'était quand même un talent exceptionnel.
Moi, Michel, premièrement, j'ai joué contre des remparts de Québec, puis on voyait déjà... Premièrement, c'est un gars physiquement très, très fort, très, très rapide sur ses patins. C'est un des joueurs, dans le temps, que de la ligne bleue à aller au filet, avec une explosion que j'ai rarement vue. C'était vraiment sa force. Je dirais que moi, les plus belles années de ma carrière ont été avec Michel Goulet et Dale Hunter. On a formé un des meilleurs trios de la Ligue nationale à l'époque. Et puis, on se complétait bien. Mon style, le style à Dale, puis on remettait la rondelle à Michel, puis lui... Qui jouait quelle position sur votre ligne? Moi, je jouais à droite, Michel à gauche, puis Dale au centre. Puis, dans ce temps-là, c'était quand même... une époque de la Ligue nationale qui était très, très robuste, rough et salaud, je dirais, dans les années 80. Là. Ouais. Je dirais que ça a été une des 80 à 86, 7, 8. Là, ça bardait. Ça bardait pas mal. Parle-moi un peu de Dale Hunter aussi. Comment ça se passait avec Dale? Dale, il fallait toujours... c'est une bougie d'allumage, Dale. C'est une petite peste haïe de toutes les équipes, mais que toutes les équipes auraient aimé avoir. Ouais. Puis, écoute, moi, je savais quand je jouais avec Dale, fait que je savais que quand j'étais sur la glace avec lui, il allait se passer quelque chose. À tous les mises au jeu, tous les hors-jeux, tous les fins de jeu. Des fois, t'étais-tu exténué de... Non, pas du tout. Okay. Moi, j'adorais ça. Je jouais le même style un peu, tu sais, un style fougueux de même, puis tout. Fait que on s'entendait très, très bien, moi puis Dale, puis... Puis parle-moi, évidemment, c'est sûr que on peut pas passer à côté des Stachny. C'est quand même, c'est romanesque, là, cette histoire-là. Je veux dire, s'enfuir de même de l'Europe de l'Est. Scénario à la James Bond. Vraiment. Oui. D'ailleurs, j'ai appris qu'il essaye d'adapter en... Ah, c'est ça, monsieur en film ou en série, je me souviens pas, là. Ben oui, donc, Peter et Anton sont arrivés en premier. Peter et Anton sont arrivés en premier. Puis, ce soir-là, il y a quelque chose qui est mal arrivé. Ils ont été obligés de laisser Marianne sur place. Oui, ça c'est le nœud de leur histoire familiale. Le nœud de leur histoire familiale, exactement. On saura jamais vraiment qu'est-ce qui est arrivé pour sûr, parce que, tu sais, à la James Bond, il y a toujours le petit bout qu'on sait pas. Ouais. Mais, effectivement, ça a été très, très dur pour Marianne et sa famille, parce que l'autre, ils étaient vus comme... des traîtres. Des traîtres, dans et leur aussi surveillés 24 heures sur 24 après dans le pays. Oui. Tu sais, il pouvait pas bouger, sortir de la maison. Marianne ne pouvait plus jouer au hockey là-bas. Non. Lui, il avait une famille, il avait une femme, des enfants. Lui, il était le plus vieux. Oui. Puis Peter et Anton ont quitté dans la nuit, laissant leur frère derrière parce que c'était plus compliqué vu qu'il y avait une femme, des enfants, tout ça. Et ça a été une cicatrice duquel Marianne a dit qu'il est jamais vraiment revenu. Il est jamais vraiment revenu de ça. C'était triste parce qu'on a assisté à des scènes entre les frères et tout ça, c'était vraiment triste. Puis, tu veux dire dans la chambre, ça? Ou, oui. Tu sentais qu'il y avait une tension entre les... Oui, des fois, dans le langage, là, en slovaque. Ils s'invitaient pas à souper. Est-ce que Peter puis Anton étaient plus proches, les deux? Oui. Toujours, oui. Oui, exact. Parce que Marianne aussi, étant le plus vieux, avait été un peu une figure paternelle, un peu pour les deux. Oui. Donc, je pense que c'est ce qui a fait encore plus mal quand ils sont partis sans lui. Heureusement, ils ont trouvé le moyen de l'amener 1 an plus tard. Oui. Marcel Aubu a rapatrié le plus vieux des Stachny. Parle-moi un peu de eux, leur arrivée. Ils arrivent, non seulement ils parlent pas français, ils parlent pas anglais. Non, c'était comique un peu à l'époque parce qu'on sait comment que les enfants, tu sais, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ans, ont les mémoires éponges. Ouais. C'était la fille de Peter qui a appris le français dans 1 mois, là. Ah oui, hein? C'était elle qui traduisait son père. Mon Dieu, fait que Peter avait déjà des enfants aussi. Oui, Peter, okay. Marianne, puis Peter avait déjà des enfants. Okay. Puis je me souviens de voir la fille avait peut-être 10, 12 ans, 13 ans. Puis c'est elle qui venait traduire à son père bien souvent dans la chambre. Ah oui, hein? C'était comique. Parce qu'il a fini par parler français aussi, Peter. Il s'exprimait, oui. D'ailleurs, ironiquement, Marianne est le dernier à être arrivé, mais c'est le seul qui est resté. Oui, c'est ça. Marianne s'est établie à Québec. Il a acheté un club de golf. Exact, exact. Il est-tu décédé, Marianne? Non. Il n'est pas décédé. Il n'est pas décédé, mais Marianne est très malade. Très malade, Parkinson, et je me souviens pas quelle autre maladie qui va avec.
ça m'a peiné de le voir, la dernière réunion qu'on a eue il y a 4-5 ans. Ah oui? Oui. Il était là? Oui, il était vraiment... magané. C'est triste à voir. Ouais. Exactement. Est-ce que les Peter et Anton étaient là? Oui, aussi, oui. Puis comment... C'est revenu, je pense que c'est revenu, tu sais, parce que là, vraiment, Marianne est en fin de vie sûrement, là, à cause de sa maladie, là, qui va sûrement l'emporter un jour. Puis, on était tous contents de les voir, là, tous les anciens, on était contents de les voir finalement, là, tu sais, Ouais. Quand tu parles à Peter, tu y parles en quelle langue? Moi, je parle en anglais. OK. Ouais. Puis, comme Anton, Peter, ça, comment ils vont aujourd'hui? Ils vont bien. Anton est en Suisse. Peter est retourné dans son pays. Ah oui, en Slovaquie. Oui, il travaillait pour la dernière nouvelle que j'ai eue de lui. Il était retourné dans son pays, il s'occupait de l'équipe nationale. OK. Oui. Slovaque. Puis Marianne est entraîneur en Suisse, lui. OK. Pas Marianne, excuse, Anton. Ouais. Oui, Anton est entraîneur en Suisse. Est-ce que des fois, quand tu vois le petit Slavkovski qui vient de la Slovaquie, ça te donne des... il vient du même pays que les Stachny, tu te dis, on a un deuxième... un vent de renouveau. Pas que c'est le même style, mais dans le sens que ça vient de la Slovaquie, de voir l'effet un peu... Honnêtement, ça va prendre un bon... Pour moi, là. Ouais. Ça va prendre un bon joueur Oui. d'aujourd'hui pour comparer au talent qu'on avait dans notre temps. Tellement que c'est exceptionnel. Non, je te parle avec la condition de hockey qu'on jouait, là. Dans le sens de le style de jeu... Ouais, aujourd'hui, il faut pas t'oublier, là, durant la saison régulière, il n'y a aucun contact, là. Le hockey d'aujourd'hui, là. Ça brasse dans les séries, puis c'est tout, là. Ouais. Alors qu'à l'époque... À l'époque, c'était des séries à journée longue. Ça maganait. Ouais. Ouais. Puis... Si tu compares tout ce qu'il y avait, la ligne rouge... Ouais. L'accrochage. Oublie pas que ces gars-là, le Mike Bossy, puis Michel Goulet, puis Peter Stastny, puis nomme-les tous ceux du Canadien, puis Guy Lafleur, puis Wayne Gretzky, puis Mario Lemieux, ils ont compté des 100 puis des 150 buts là, avec 2 gars sur le dos. Là. Ouais, puis ils traînaient de la ligne bleue au net. Ouais, puis à grand coup de Sherwood aussi. À grand coup de Sherwood, puis de palette qui volait. Là. Ouais. C'est vrai que ça rajoute... Moi. Tu sais, quand on dit qu'on majore... Moi, c'est mon opinion. Oui, je comprends. Tu sais, quand on dit qu'on majore les prix de l'époque, tu sais, 7 piastres en 86, aujourd'hui, ça vaut. Il faudrait majorer les points. Tu sais, quand tu dis que Wayne Gretzky a fait 4 saisons de 200 points. De quoi qu'il y aurait des tarifs de salaire, là. Ouais. Puis Lafleur, Gretzky, puis Bossy, qui a eu 7 saisons de 50 buts. Mm-hmm. Il ferait plus que... Avant que j'en voyais un de même, là, ouais. Je dirais que c'est un joueur de hockey. Ouais. Quand tu vois les McDavid de ce monde, là, les meilleurs. McDavid, c'est au top de ces gens-là. Exactement. Crosby, c'est au top de ces gens-là. Des vrais, là. Oui. Ovechkin, c'est au top de ces gens-là. Ouais. Ovechkin a quoi, 5-6 saisons de 50 buts? Ah ouais, il est en train de rattraper les buts à Gretzky, là. Il est en train, on ne sait pas s'il va le faire. Il a passé le 800 buts. Oui. Fait que là, on parle des phénomènes. Ouais, c'est exceptionnel. Avant, comment tu l'as appelé, là? Slavkovski. je le comparais pas. On s'en reparlera dans une dizaine d'années. Je le comparais pas en termes de style, plus en termes étant slovaque. Je pense que il y a comme en Slovaquie, ça les a beaucoup inspirés, je pense, pour les joueurs à venir. Sûrement. Et non pas le comparer directement parce que je connais pas son parcours. OK. Ouais, c'est ça. Faut pas oublier que beaucoup de ces joueurs-là, ce que je déplore aussi, tu sais, si on retourne aux juniors puis la ligne de développement, aujourd'hui, les gens se demandent pourquoi est-ce qu'ils sortent pas de Québécois dans la ligue, OK? Avant, la ligne junior majeure du Québec, dans mon temps, c'était une ligne pour développer les joueurs du Québec. Et non une ligne pour développer les joueurs mondiaux. Mm-hmm. OK? Fait que là, il y a 3 Européens à 4 Européens par équipe qui prennent la place des Québécois puis qui coûtent une fortune à faire venir ici. Alors, moi, mon opinion là-dessus, là, elle est très stricte. OK? Ouais. Développer le hockey québécois, soit par les études ou soit par une ligue, mais développer les joueurs québécois. Est-ce que tu vois des joueurs québécois aller se faire développer ailleurs dans d'autres pays? Ben, aux États-Unis. Les universités américaines qui sont des programmes études. Oui, exact. Qui a pas de ce niveau-là ici. Non. Exact. Fait que c'est ça. Parce que... Un gros problème, il commence là. Le hockey aussi, c'est beaucoup mondialisé, je pense, depuis. Tu sais, Slavkovski, toi, lui, est parti de la Slovaquie pour aller jouer en Finlande. Et de la Finlande, s'est fait repêcher dans la Ligue nationale.
ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait un petit message au milieu de ce que je Ah, les amis, c'est David Bocage qui prend un petit moment de votre attention pour vous dire, peut-être que vous avez pas entendu, vous êtes pas au courant peut-être, que je lance mon premier one-man show officiellement. Oui, les amis, on en parlait, il y a eu du rodage, béding, badang, tu sais comment c'est. Et ça tombe bien, c'est officiellement lancé mon premier one-man show intitulé Super Normal. Plusieurs dates déjà de la tournée sont affichées au davidbocage.com. Il y en a qui se demandent, mon Dieu, Super Normal. Pourquoi? Parce que de parler pour moi, de parler du Hooters, de parler du groupe chat familial ou de parler de Hitler dans le même souffle, pour David Bocage, c'est super normal. Eh oui, est-ce qu'il parle de lui à la troisième personne? Est-il complètement cinglé? Probablement, oui, je suis cinglé. Deuxièmement, je lisais une petite partie du descriptif du spectacle pour vous donner une meilleure idée de la chose. D'ailleurs, j'espère, l'épisode est en Gaspésie, j'espère un jour aller jouer à la salle de New Richmond, parce que l'entrée des artistes donne sur la salle Adrien Gauvreau, la salle communautaire à côté. Qui est Adrien Gauvreau? Mon grand-père. Oh là là! Ça serait un rêve. Donc, c'est juste une petite pause pour vous dire, les amis, allez chercher vos billets pour mon spectacle Super Normal. La première médiatique, on lance le tout en grand 26 mars, 2025 au Club Soda à Montréal. Ça va être la folie furieuse. 28 mars, 2 jours après, 2 jours après. Je suis pas mathématicien, je suis mauvais. Première médiatique à Québec au Grizzly Fuzz. Pas facile à dire, beaucoup de Z. 4 Z, 2 mots. Et ça va être absolument incroyable. Il y a plein d'autres dates, les amis. Sherbrooke au Granada. Allez au davidbocage.com. Il y a une date de spectacle pas loin de chez vous. Et ça va être absolument fabuleux. Vous allez retrouver la même dinguerie que je propose par petites capsules dans ce podcast. Par moments, des fois, des petits moments d'égarement. Mais concentrés dans un spectacle. Ça va être absolument génial! OK! Allez chercher vos billets au davidbocage.com pour mon show Super Normal et on se voit en salle. Maintenant, de retour à un invité incroyable, Monsieur Louis Slager. Je voulais qu'on jase, oui, ça, on parlait de Peter Stachny, parce qu'on parlait de Michel Goulet, mais Peter Stachny, c'était sérieux aussi, là, comme talent. Ben, si tu regardes, honnêtement, là, regarde l'alignement qu'on avait dans les années 80, 1, 2, 3, 4, là. C'est exceptionnel. Exceptionnel assez, là. Parle-moi un peu de Peter Stachny comme personne aussi, comme tu l'as eu comme coéquipier, c'était quoi votre rapport avec eux? T'sais, comme tu dis, eux, ils débarquent, ils parlent pas au début la langue. Est-ce que vous les intégriez? Est-ce qu'ils étaient un peu divisés de vous? C'était quoi la relation? Oui, je te dirais que l'arrivée des Européens, qui a été Borge Salming à Toronto. Oui, le Suédois. C'est ça, le Suédois. L'arrivée des Européens était très mal vue pour nous autres, les Québécois et les Anglais dans le temps, mais dans ces années-là, là, ça s'était estompé, là. Parce qu'il commençait à en avoir un peu partout dans les équipes. Mm-hmm. Pour le bien de la Ligue aussi. Oui, c'est des joueurs très talentueux. Exactement. Exact. Puis, faut pas se le cacher, là. Les Stachny ont changé notre façon de voir le jeu, là. À Québec, là. Oui, parle-moi un peu de ça. Nous autres, on arrivait à la ligne rouge, puis on garochait, là. On garochait dans le fond, là. Ouais. Les autres, jamais, tu regardais les Européens jouer dans le temps, la Russie, là, en 72, tout. Ils tombaient pas, là. Gardaient la rondelle, puis Peter, puis Marianne, puis Anton, ils comprenaient pas ça qu'on tombait, là. Ils disaient, comment, vous l'avez pas, la rondelle, pourquoi vous la regardez pas, tu sais? Ouais. Possession de rondelle. Ouais. Puis est-ce que. Aujourd'hui, on regarde le hockey, tu sais, le hockey est circulaire aujourd'hui. Dans la zone adverse. Oui. Tu sais, dans la zone offensive, le hockey est circulaire. La rondelle n'arrête jamais, les joueurs n'arrêtent jamais. Il y a aucune position. Le défenseur vire aussi. Ça se remplace. Il y a comme un mouvement. Là. Oui, un mouvement rotatif. Ça vient de l'Europe. Ça vient de l'Europe. La possession de rondelles. Oui, exactement, oui. Est-ce que vous, à partir de ce moment-là, ça a changé aussi les autres lignes? Comment vous jouiez? De moins domper la rondelle ou... Ben, nous autres, c'est sûr qu'on gardait. C'est là les Stachny ont commencé à envoyer la rondelle en arrière aux défenseurs. Puis on a changé un peu notre style de jeu. Comment il s'adaptait, Michel Bergeron, là-dedans? Est-ce qu'il se disait, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Ou il s'est dit, OK, non, on va profiter de ça? Michel s'est très bien adapté à ça. En fin de compte, tout ce qu'on avait à faire, c'était les garder faire. Sur la glace. Apprendre de ça, oui. Apprendre de ça, tu sais. C'est vraiment impressionnant. Parce que les autres, le hockey nord-américain, là,
d'aller se faire frapper d'un coin, puis aller frapper l'autre d'un coin, puis tout. Les autres, ils jouaient pas ça, là. Non. Tu sais, nous autres, notre hockey nord-américain, junior, puis tout ça, quand on a appris à jouer, on lançait le puck dans le fond, bon, on allait frapper le défenseur, bon, on essayait de récupérer, tu sais. Ouais. Est-ce que Peter Stachny me semblait quand même assez dur? Il était tough quand même. Là. Très tough. Très tough. Et parce qu'il y en très fort et très tough. Il en a reçu des coups, là. Il en a reçu des coups, puis je peux te dire de quoi, qu'il y en a qu'on restait surpris aussi. Il se disait, le petit Européen, je vais le tasser, mais finalement... C'était tous des gars très forts, même Anton. Ouais, qui était plus mince, oui. là. Ouais. Ben, c'était aussi un bon joueur de hockey, Anton. Très bon. Qui a eu des bonnes saisons. Parle-moi un peu de la rivalité canadienne-nordique de l'époque. Encore une fois, une chose que les gens de mon âge n'ont pas connue vraiment de leur vivant. Ben, la réalité canadienne-nordique, là, ça, c'est bien simple. Ça a commencé dans les médias, puis même pas dans le hockey, là. Ah ouais. Je veux dire, même pas sur la glace. Donc, ça a commencé avant que les joueurs jouent l'un contre l'autre. La première année que les Nordiques ont voulu rentrer dans la Ligue nationale, le Canadien de Montréal a voté non. Ça, c'est en quelle année? C'est avant? Je dirais en 78. OK. 79. OK. Peut-être 77, là, je me souviens pas de l'année. Avant que la MH se dissout, il était question que les Nordiques joignent la Ligue nationale. Okay. Je me souviens pas qui était président du Canadien à l'époque, mais ça s'est su. Ça a sorti dans les journaux. Canadiens de Montréal disent non à l'arrivée des Nordiques de Québec dans la Ligue nationale. À l'époque, Molson était à Montréal, O'Keefe était à Québec. Mm-hmm. Tous les bars de Québec et restaurants ont jeté le bière dehors, tous les produits Molson, puis ils ont barré les trocs pour plus qu'ils rentrent. À Québec, ça? À Québec. Fait que là, dans les journaux, là, la guerre était commencée, là. OK. Fait que quand les Nordiques sont entrés dans la Ligue nationale, la deuxième shot, tu peux penser que le Journal de Montréal, le Journal du Québec, les journalistes de Montréal, les journalistes de Québec, la politique, Molson Montréal, O'Keefe Québec, la politique de Québec, la grosse ville de Montréal, la petite ville de Québec, ça s'est amplifié, là, pas à peu près. Ouais. Fait que qu'est-ce qui est arrivé le vendredi saint? C'était une explosion, c'était une grenade pas de goupille. Que ça faisait 7-8 ans que ça renaît, là. 5-6 ans, là. Puis le vase a fini par déborder. Ça a débordé ce soir-là. Ça, c'était dû pour arriver, là. C'est juste que ça arrivait ce soir-là. Tôt ou tard. Tôt ou tard. Pour les gens qui ne l'ont pas vécu... Ça n'a jamais relâché, là, avant le vendredi saint, là. Comprends-tu, là? Ouais. La température montait à tous les games, entre les médias, entre les journalistes, entre les coachs. En fin de compte, c'est le vendredi saint qui a calmé ça par après. Là, tout le monde se sont dit, ça a été trop loin. On a réalisé l'ampleur. Oui. Là, c'est rendu trop loin. Pour les jeunes qui n'ont pas vu le match en direct, qui est en 84, qui est en série, si je ne me trompe pas, qu'est-ce qui s'est passé à la bataille du Vendredi Saint Canadien Nordique? Ben, la bataille du Vendredi Saint, c'est pas compliqué. Premièrement, le jeu c'était à la fin d'une période. Dans ce temps-là, les deux équipes sautaient sur la glace. À la fin de la période, Dale Hunter a poussé. Le coup de sifflet s'est donné à l'entour du filet de Steve Penney. Dale Hunter a poussé Steve Penney un peu. Nyland a sauté sur Dale Hunter. Les deux équipes ont embarqué sur la glace. Bataille générale, puis là, on sait ce qui s'ensuit. Là, ce qui est comme vraiment étonnant dans cette histoire-là, c'est que vous avez été relayé au vestiaire, parce que c'était la fin de la période. Oui. Mais l'affaire que j'ai jamais entendue de ma vie, c'est que là, vous pensiez que c'était fini. Vous étiez, d'ailleurs, je pense que tu as dit que tu étais déshabillé dans le vestiaire. Oui. Et là, qu'est-ce que vous faites dire? Moi, j'étais déshabillé. Il y a une couple de joueurs qui étaient déshabillés. Peter a enlevé ses patins. Michel vient nous voir, Michel Bergeron vient nous voir, puis il dit rhabillez-vous tout le monde sur la glace. Quoi? Qu'est-ce qui se passe là? Ben là, par après, on l'a su l'histoire. Bon, la Ligue nationale, apparemment, il y avait du temps de diffusion, puis Toronto disait aux deux arbitres puis aux juges de ligne
repartez la troisième. Cause des commanditaires, je le sais quoi, le temps business, d'antenne, la business, qui ont même pas eu le temps de gérer qui était sorti des deux équipes, qui allait revenir, qui ne jouerait plus, les punitions, tout ça, c'était back to hockey, get back on the ice. Mais ça, on a su ça, 15 ans après, là. Ouais. Donc là, vous vous rhabillez. Nous autres, on se rhabille et on tourne. On tourne sur la glace. Sauf que là, quand vous revenez sur la glace, Ben là, c'est l'hécatombe, là. ça repart de plus belle. Ça repart de plus belle. Tout le monde voulait m'arracher la tête, moi. Parce que dans le fond, toi, quand vous êtes rentré au vestiaire, c'était déjà arrivé avec Jean-Mel? Oui, c'était déjà arrivé. Oui. Ça, c'était avant la rentrée au vestiaire. Oui, c'était dans le bagage général, à la fin de la période. Je pensais que c'était après. Non, Okay. c'était déjà arrivé. Parce que c'est ça, dans le fond, toi, tu t'es ramassé, tout le monde avait un joueur, puis toi, tu étais avec Jean-Mel sur le long d'une bande. Oui, moi, tout était presque fini, mais Mario Tremblay s'est avancé vers moi, puis il m'a poussé la face dans le baie vitrée. Fait que moi, je pensais qu'il me frappait. Fait que ça a été un action-réaction. Ouais. C'était action-réaction. J'ai dit, il y en a un qui va tomber des deux, là. Quelqu'un va se faire mal, là. Ouais, c'est ça. Ça fait que j'ai pas pris de chance. J'ai frappé. Exact. Puis ça a donné que c'est Jean-Mel qui t'a frappé. Oui. Qui, lui, est tombé. Oui. Et c'est comme ça qu'il a comme arrêté Ça a arrêté ouais. Là, tout le monde a fait, oups, qu'est-ce qui se passe, là? Exactement, là. Et donc, ça, c'était avant que vous rentriez au vestiaire. Fait que toi, quand t'es revenu sur la glace, tout le monde t'attendait avec une brique puis un... Tout le monde courait après moi. C'était évident. Ouais. Dire de quoi? Ça prenait pas une grosse intelligence artificielle de savoir que ça allait poigner, là. Ouais. Mais c'est exactement ce qui est arrivé. Je trouve ça important de le dire parce que quelqu'un qui voit juste l'extrait vidéo peut pas comprendre le contexte. Non. Que toi, t'étais comme pris, là. Tu sais, parce qu'au hockey, il y a comme une règle non écrite que c'est 1 contre 1. 1 contre 1. Mais là, quand, dans une mêlée générale, dans la jungle, un 2 arrive, c'est sûr que tu paniques, tu te dis, attention. Moi, à Birmingham, en Alabama, j'ai connu l'autre côté. Ah oui? Ils ont sauté 2 sur moi dans le bagarre général. OK. Fait que, dans ma tête, c'était toujours frais que ça n'arriverait plus. Parce que OK, fait qu'en plus, ça t'était déjà arrivé. Moi, c'était ma survie. Ah oui, exact. Mais tu peux parler par après, c'est facile à dire. C'est facile à dire, ben oui, quand t'es pas. Mais quand t'es sur la glace, dans le moment présent, puis tout, ça arrive, tu te défends. N'importe quel joueur de la Ligue nationale à l'époque s'aurait défendu. Ben oui. Tu sais, on parle de mon coup de poing, mais on parle pas de celui à Mario Tremblay qui a cassé le nez à Peter Stastny, puis à Chris Nyland qui a donné un sucker punch à Randy Muller. Tu sais aussi. L'histoire choisit qu'est-ce qu'elle se souvient. Voilà. C'est parce que la caméra a frappé sur moi au moment où elle frappait. Ouais. Puis, est-ce que toi, t'avais déjà été coéquipier avec Jean-Mel auparavant? Oui. Est-ce que vous êtes reparlé après? On s'est reparlé une fois dans une entrevue. Ça a été la seule fois qu'on s'est reparlé. Combien de temps après? Ça que vous peut-être une dizaine d'années après. Une dizaine d'années après? Oui. Puis, c'était quoi? Comment ça s'est passé quand vous êtes c'est reparlé? Michel Baudry qui nous avait demandé de faire une entrevue les deux. Là. Je me souviens pas, ça avait quand même été assez court puis pas très, très bien. Pas très, très bien, non? Non. Parce que Jean, dans le fond, il était encore... Jean, je le blâme pas. Mais non, je comprends. Qu'est-ce que tu veux dire? Ah oui, c'est ça, de cette affaire-là. Puis moi aussi, qu'est-ce que tu veux dire à côté, tu sais? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a juste so much à dire là, quand c'est arrivé. Là. De cette histoire-là, oui. Qu'est-ce que tu retiens un peu de toute cette affaire-là? Tu sais, de tout... Moi, ce que je retiens, je l'ai dit souvent avec toutes les entrevues que j'ai déjà eues, parce que je retiens que c'est incroyable où la pression médiatique, publique, gouvernement, mets tout ce que tu veux, peut amener 2 équipes de hockey à en venir là. En venir au coup de poing. Oui. Parce que c'est tout ça derrière qui a fait que la marmite a explosé. Que tout le monde... C'est tout. Regarde, il y avait 7 pages sur le Journal de Québec, 7 à 10 pages. 7 pages sur le Journal de Montréal à se lancer des pointes avant un match. Est-ce que tu penses que si ça aurait servi à une chose, c'est de peut-être faire comprendre à tout le monde... Ça a servi à bien des choses. Premièrement, il n'y a plus personne qui embarque sur la glace après un coup de sifflet, à la fin des périodes. Deuxièmement, ils ont séparé les bancs. C'est vrai. Ils ont changé ça. Les équipes sont des deux côtés. Oui, puis ils s'en vont dans le vestiaire. C'est vrai. Oui. Puis, il y a un tas de règlements qui a changé après ça, là, tu sais, pour éviter tout ça. Je te demandais, parce que moi, je ne l'ai pas vu, mais on m'a dit que... Parce que tu te fais appeler pratiquement à chaque année. Oui, tout le temps.
Depuis 40 ans. Ça fait 40 ans, oui. Pour parler de cette affaire-là. Oui. J'ai croisé un gars à Maria, pas plus tard que cette semaine, qui m'a dit qu'il était assis à côté de toi un vendredi saint, une game de hockey, puis que ton téléphone sonnait. Ah oui, oui. Parce que tu te faisais appeler pour des entrevues. Oui. Les journalistes. Ceux qui étaient là à l'époque m'appelaient, puis ceux qui sont comme toi, qui n'ont pas vu, m'appellent pour savoir. Ben, j'aimais mieux te le demander Ouais. directement. Je savais pas, tu sais, je me disais, est-ce qu'il faut pas que j'en parle? En même temps, je me dis, c'est-tu pas hypocrite, mais de pas parler de ça. Non, J'aime mieux c'est l'entendre écoute de ta bien. bouche, Ben oui, ta version, puis la vérité. Ben, il n'y a rien de... Que C'est passé. C'est comme n'importe quoi qui a passé à l'histoire, tu sais. Exact. Parce que moi, je l'ai pas vu, mais quelqu'un m'a dit qu'il y a eu un reportage, je pense, pour les 40 ans. Oui, il vient de passer justement OK. Il vient de passer à TVA Sport. OK. C'est un reportage qui a été fait il y a 4 ans quasiment, 4-5 ans, là, au Château Frontenac. OK. Oui, Régent Tremblay derrière ça et Mathias Brunet. Puis ils ont comme vendu leurs histoires, eux autres, sur des télépayantes. Mais ils nous avaient dit qu'après, ça serait vraiment chez TVA Sport, mais ça a été il y a 2 semaines, là, il a tout passé, là. Les 10 séries. Ah, OK. Ouais. Ah, je te demandais parce que je sais que, en tout cas, moi, je l'ai pas vu, mais on m'a dit que là-dedans, il y avait l'entrevue avec toi, puis tu étais très émotif par rapport à ça, par rapport à tu sais, Ben oui, parce que, tu sais, on se rappelle tout ça, puis c'est... En fin de compte, tu joues pas au hockey pour ça, là. Non. Tu sais, tu joues au hockey pour mettre... pas au hockey pour... Tu joues au hockey pour t'amuser, puis tu joues pas au hockey pour... tu sais, blesser quelqu'un intentionnellement ou avoir des bagarres tout le temps. Mm-hmm. Tu sais, ce qui m'a déçu le plus de ça, c'était, comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est là, quand tu t'assis puis tu fais un tour d'horizon, tu sais, puis tu te dis, ce qu'on est rendu, là. Tu sais, On a perdu le contrôle. C'est quoi qui se passe? On était ici pour s'amuser, puis là, on est ici pour s'arracher la tête. Mm-hmm. Je pense que c'était très symptomatique aussi d'une époque du hockey. Oui, c'est... Regarde. Puis moi, ce qui m'intéresse vraiment aussi, c'est quand t'es un des protagonistes d'une histoire comme ça, comment tu passes à autre chose aussi? Tu sais, quand la vie continue après, c'est arrivé, c'était pas intense, c'est pas ça que tu voulais qu'il arrive, mais comment tu passes à autre chose mentalement? Il y a un tas d'affaires, tu sais, moi, personnellement, j'ai eu recours en thérapie pour ma fin de carrière, puis procéder, parce que j'ai eu une carrière... j'ai eu une blessure qui a mis fin à ma carrière dans le prime de ma carrière à Boston, tu sais. Ça a été très, très dur à processer ça, puis j'ai été chercher de l'aide. Ouais. Parce que faut oublier, à l'époque, nous autres, on n'avait pas de salaire là, pour... Oh, puis il n'y avait pas de psychologue d'équipe non plus. Non, il n'y a pas de salaire pour prendre nos pensions, puis tout. Tous les joueurs qu'on jouait dans mon temps, ils travaillaient, là. Après ça, il fallait qu'ils se trouvent un job. Ouais. Ah oui, fait que tu sais, t'arrives à 30 ans sur le marché du travail avec 0 éducation, là, 0 diplôme, n'importe, parce que t'as pas été à l'école. La plupart de nous autres, on n'a pas été à l'école. On a arrêté d'aller à l'école jouer au hockey. Mm-hmm. C'est la transition, le choc il est assez raide. Assez raide. Ouais. Puis à l'époque, est-ce que voir un psychologue, est-ce que c'était quelque chose qu'on gardait caché, ça? Parce que je veux dire, la dernière année que j'ai été à Boston, moi j'ai été chanceux honnêtement parce que c'était je me suis blessé en 87. 87. Oui, puis on en avait un cette année-là. Ah oui? Oui. Wow, c'était comme en avance sur son temps. C'était comme en avance sur son temps, oui. Puis fourni par les Bruins. Oui, payé par les Bruins, puis oui, il rencontrait tous les joueurs. Puis ça a bien fonctionné, dans le sens que toi, est-ce que ça t'a aidé? Ça m'a aidé un peu, mais ça aurait fallu que je continue. Mm-hmm. Oui. C'était juste le temps que tu étais... Parce que tu as toujours espoir, jusqu'à temps qu'ils te disent c'est terminé, de revenir après une blessure. Ah oui. Tu y crois. Mais la journée, la deuxième opération que j'ai eue, puis tu sais, quand tu te réveilles, puis quand tu prends conscience après les painkillers, puis tout, là, puis ils viennent te dire, là, c'est terminé, là. C'était où? C'est quoi ta blessure? Je me suis blessé à l'aine. À l'aine, OK. Ouais. Puis tu as été opéré? Oui, je me suis arraché les tendons. Ça, c'était dans un match que tu t'es fait ça? Oui, à Vancouver. OK. Ouais. Puis est-ce que c'est ton échange des Nordiques aux Bruins, c'est-tu en raison du vendredi saint ou ça n'a pas rapport? Non, ça n'a pas rapport. Ça n'a aucun rapport. Non, okay. Mon échange avec les Bruins, ça a rapport à une signature de contrat. Donc, les Nordiques, dans le fond, avaient signé un gars? Non. Les Nordiques, ça faisait 2 ans ou 3 ans, j'étais à Québec. Je jouais avec Michel Bidale. Puis, M. Filion m'a offert un contrat two-way, qu'il appelle. Oui, Ligue nationale, Ligue américaine. Exactement. Moi, je voulais pas signer ça. Parce que t'étais un joueur de la Ligue nationale. Exactement. Ouais. Fait que j'ai dit, parce que c'est un peu le petit côté que j'ai moins aimé Michel Bergeron, parce que j'avais un contrat two-way. Puis, à tous les fois qu'il arrivait un petit quelque chose, c'est sûr que je payais la note.
C'était pas gênant pour eux autres de m'envoyer dans la ligne américaine. Fait il y a une année, j'ai fait pas mal le ping-pong, là. Ah oui? Ouais. Et ça, même si tu avais le talent pour rester en haut. Ben, écoute, tu sais, c'est... Donc là, toi, tu voulais avoir ton contrat Ligue nationale. Oui, puis il y avait rien de déviable à ça. Fait que là, ils t'ont échangé à Boston. Non, je suis allé voir M. Filion, puis OK. Michel me disait, tu devrais signer ton contrat. Oui, on sait jamais ce qui peut arriver, mais là-dedans, c'est de la négociation, puis ils te font peur, pareil, dans n'importe quoi. Ben oui. Tu sais, même moi, ça me faisait pas peur, ça. Je connaissais mon talent, puis je connaissais ma valeur. Fait que je suis allé voir M. Filion, puis je lui ai demandé, il m'a dit ton contrat. Ben, j'ai dit, je veux un contrat one-way, c'est bien correct. Oui. Mais j'ai dit, je veux un contrat one-way. Il a dit, on ne te donnera pas un contrat one-way. Il dit, on ne sait même pas si tu vas faire l'équipe cette année. J'ai dit, vous n'êtes pas sérieux, là. Quel enfoiré. Fait que, j'ai dit, si vous voyez ça de même, il n'y a pas de problème. J'ai dit, je vais signer mon année d'option. Je joue cette année, puis l'année prochaine, j'ai dit, si vous pensez que je suis pas capable de jouer ici, j'ai dit, il y a bien d'autres équipes qui vont être heureux de m'avoir. Mm-hmm. Fait que là, lui, ça l'a frustré énormément. Fait qu'il a appelé Harrison Dunn. Il a dit, es-tu toujours intéressé à Slager? Parce que moi, Harrison Dunn m'a dit que ça fait 3 ans qu'il essayait de m'avoir. Ah oui? Puis Maurice Filion, il disait, il y a 3 joueurs ici qui sont pas touchables. Dale Hunter, Michel Goulet, Louis Slager. Vu que la ligne marchait à plein régime. Oui. Ben oui. Ça fait que ça change un contrat, hein? Mm-hmm. Donc là, il t'a échangé. Fait que là, 6 jours après, j'ai été échangé à Boston. Puis lui, Harry, il t'a donné ton contrat à NHL. Moi, Harry, j'arrivais là, j'avais pas d'argent, j'avais plus d'argent. J'ai rencontré Raymond Beau, Raymond est assis aux côtés de moi dans le vestiaire. Ils m'ont mis aux côtés de Raymond dans le vestiaire, tu sais. Oui, Québécois. Québécois, tout ça. Fait que durant l'année, je jouais mon année d'option. Raymond m'a dit, as-tu un agent? Non. Il dit, tu je te présente le mien? Oui, j'aimerais ça certain. Il dit, ouais, il va s'occuper de ça avec Harry. Puis j'ai signé un contrat de 3 ans avec une année d'option. Puis ça, c'était qui l'agent à Raymond Bourque à ce moment-là? Ben, c'était Steve Fryer, OK. Qui s'appelait Fryer Management dans le temps. OK. Puis lui puis Harry, ben ça allait très, très bien. Il y avait 3-4 gars qui étaient représentés par Steve. OK. Puis lui, est-ce qu'il est allé chercher l'argent puis le contrat que tu voulais? Lui, il est allé me chercher 100 000 US. Par année? Oui, puis je gagnais 60 à Québec. Mm-hmm. Québec, argent québécois, là. Ah, en canadien? Oui. T'étais payé en canadien à Québec à l'époque? Oui, ben oui. Parce qu'aujourd'hui, tout est US. Aujourd'hui, tout le monde est payé US. Tout le monde est payé US. Mais à l'époque, c'était pas le cas. Et beaucoup. Oui, beaucoup plus. Toi, c'est comme si ta carrière a fini au moment où les salaires ont commencé à shifter. Exactement, oui. Moi, j'étais un gars de 15-20 buts, tu sais. J'étais 15 buts. Les bonnes années, avant que Michel m'envoie dans la Ligue américaine, mettons, j'avais 34 matchs, j'avais 34 points, j'avais 15 buts. Ben, un point par match, c'est pas plate. C'est pas plate, mais, tu sais, fait que là, 15 buts à cette heure, c'est 4 millions. C'est sûr que quand tu regardes, mettons, je sais pas, un Yoel Armia, il va faire une 12aine de buts, il va être à 3.4. C'est sûr. Est-ce que ça te frustre de voir? Pas du tout. Pas du tout. Moi, j'ai toujours apprécié jouer dans la Ligue nationale, mais j'ai toujours... Quand tu dis, regarde en arrière, là, qui a passé avant toi, là. Mm-hmm. OK, j'ai eu la chance de jaser avec M. Maurice Richard dans les tournées des anciens Canadiens. Ouais. Il gagnait 500 $ par semaine. Ouais. OK, là? Fait qu'il y a du monde qu'on voit ça devant nous autres. Mm-hmm. Les joueurs d'aujourd'hui devraient remercier des gars comme Bobby Hull, Gordie Howe, Marc Tardif, tous ces gars-là qui ont fait le transfert de la Ligue nationale pour s'en aller dans la Ligue mondiale pour faire évoluer les salaires. Mm-hmm. Pour paver le chemin. Pour paver le chemin d'aujourd'hui. Et quand les gars ont finalement décidé aussi de mettre les salaires publics pour que tout le monde puisse en bénéficier. Voilà. D'ailleurs, Maurice Richard, je ne savais pas ça, mais j'ai appris ça en préparation d'aujourd'hui, a des origines gaspésiennes. Est-ce que tu savais ça? Oui. Ses parents viennent de la Matapédia? Oui, exactement, oui. Onésime Richard, son père. Oui. Donc, je savais ça, oui. Je savais pas ça que Maurice Richard, par extension, si on veut, est gaspésien pratiquement. C'est assez incroyable. Ah, une petite pause du podcast alors que la neige se dépose sur les sentiers dans le bois. Ah, Noël.
un temps de l'année pas comme les autres. J'espère que ça va bien, les amis. Je prends ce petit moment-là parce que ça fait un bon moment quand même que je vous ai parlé de la boutique Dread sur le Tape, de notre merch. Yeah, baby, you know it. Vous me voyez des fois avec que ce soit le crewneck bleu Dread sur le Tape, que ce soit le jersey que j'arborais très fièrement là, lors de l'épisode spécial repêchage. J'en avais même offert un à Chucky Pellerino. Peut-être avez-vous vu la casquette en même temps, le hoodie gris que je traîne depuis des années, les t-shirts blancs, tout ça. La merch de Dread sur le Tape, ça fait longtemps que je vous en avais pas parlé. Puis là, je me dis, attention, c'est Noël. Des fois, on se cherche des cadeaux dernière minute. On est comme mon chum, ma blonde, mon ami, un gars avec qui je me suis battu en 96 parce qu'il m'avait volé un POG qui ne lui appartenait pas. Tout ça sont des bonnes raisons de checker ça. Et d'autant plus que notre boutique a pris de l'expansion, les amis. Justement, au début, ça commençait avec juste hoodie, t-shirt, mais maintenant, attention, on a les jerseys de Dread sur le Tape, les crewnecks de Dread sur le Tape, pas juste bleu marine, on en a des blancs, crème, on en a même un espèce de le brun pâle couleur de Dread sur le Tape qui est magnifique, les hoodies, des t-shirts dans différentes couleurs, même rouge. On a même également un t-shirt sport de Dread sur le Tape. C'est ce que les gars portent quand ils jouent au soccer avant la game et qu'il y a toujours un ballon qui se prend dans des tuyaux dans le plafond, ce t-shirt-là. La casquette également. Et c'est très simple. Maintenant, on est hosté. Notre boutique fait office pillon sur rue sur le site de V-Nation. Donc, c'est très simple. Dans le fond, pour voir notre boutique, vous vous rendez au dreadsultape.com, notre site à nous, et il y a l'onglet boutique/ProShop. Quand même, on reste dans la thématique. OK. Vous cliquez là-dessus, ça vous amène tout de suite à notre boutique Dread sur le Tape. Puis je vous en parle parce que V-Nation fait la promesse, c'est eux qui s'occupent de shipper ça, ils font la promesse que si vous livrez jusqu'au 15 décembre, vous commandez, jusqu'au 15 décembre, vous aurez le colis à temps pour Noël. C'est pas peu dire quand même. Je veux dire, c'est un gage de confiance. Alors, je vous rappelle, allez au dreadsultape.com, cliquez sur boutique/ProShop. Vous allez avoir accès à toute la boutique Dread sur le Tape avec tous les beaux crewneck, hoodie, tout. Moi, j'ai vraiment pratiquement un item de chaque. Donc, voilà, au dreadsultape.com. Je vous rappelle, commandez d'ici le 15 décembre pour avoir le colis à temps pour l'être cher. Allez, on retourne à l'épisode. Donc, t'arrives avec les Bruins. Ben oui, les Bruins, je vais juste te demander rapidement, mais on a parlé des joueurs qui t'ont joué. Raymond Bourque, c'est quand même pas rien. Je me souviens encore de la coupe de Raymond Bourque. Mais parle-moi un peu de Raymond Bourque que tu as connu dans le junior. Ouais. Puis que là, tu joues avec à Boston. Moi, j'ai pas connu tellement Raymond le junior. J'étais sorti. OK. Lui, quand Raymond a fait son junior, moi, j'ai terminé, il a embarqué l'année d'après. OK, donc vous êtes juste manqué. Ouais. Oh, quel joueur extraordinaire, surtout un humain extraordinaire aussi, là. Exceptionnel, t'as inventé un mot que t'as mélangé extraordinaire et exceptionnel. J'ai tout inventé ça, ça veut dire pas mal bon. On va le faire mettre dans le dictionnaire, ça va être à ton nom. Oui, Raymond Bourque, parle-moi un petit peu aussi de comment il est comme personne, Raymond. Raymond, c'est un super, c'est un gars qui est tellement bon humainement qu'il donnerait son cœur à tout le monde, là. C'est incroyable. C'est un leader né. Mm-hmm. C'est un gars qui a marqué l'histoire des Bruins, je te dirais, peut-être pas autant que Bobby Orr, mais presque. Quand même, ouais. Tu sais. Puis quand tu parles d'un gars qui est sur les mêmes patins que Bobby Orr, là, c'est peu dire. Ouais, c'est vraiment pas peu dire. Je voulais parler, quelqu'un m'a dit ça cette semaine, que Normand Léveillé, encore une fois, que des gens n'ont pas connu de mon âge, qui a eu un accident qui fait qu'il a mis fin à sa carrière. Je sais pas, je pense que c'est un ACV, là, si je me trompe pas. En tout cas, bref, il a pas pu rejouer. On m'a dit que tu aurais organisé une game bénéfice pour Normand Léveillé. Les Bruins? Que tu aurais organisé quelque chose dans la région ici, une game bénéfice à l'époque. On a organisé plusieurs affaires avec les Bruins dans le temps pour essayer de ramasser des fonds pour aider Normand. Mais les Bruins ont toujours, même à ce jour, soutenu. S'occuper de Normand Léveillé. Wow. Excusez-moi, c'est mon alarme. Quelle triste histoire. Ouais, c'est ça qui était un joueur talentueux. Un premier choix repêcheur des Bruins. Ah oui, carrément. Premier au total ou première ronde? Premier des Bruins. Okay. Je me souviens pas quel choix quelle sélection qu'il y avait cette année-là, mais c'était le premier des Bruins. OK. Oui, à 19 ans. OK. Mon alarme qui a sonné pour je veux pas trop te garder trop longtemps. La dernière affaire dont je voulais te jaser avant qu'on te laisse partir, que je te laisse partir, parce qu'on en a parlé un peu, c'est la transition après hockey.
quand une carrière, t'as une blessure qui arrive, c'est fini. Je devais t'en parler parce que j'ai vu dans un... RDS était venu faire du golf ici avec Martin Cloutier à l'époque, puis tu avais participé à ça. Puis tu as dit une phrase qui m'a vraiment marqué. Quand on parle de l'après-carrière, tu as dit ça m'a pris une 20aine d'années m'en remettre. Ouais. Tu sais, c'est pas rien quand même, une 20aine d'années. Non. Parle-moi un peu de ça, la transition. Ça a été très difficile parce que moi, tu sais, quand il t'arrache le cœur du corps en disant que tu peux pas jouer au hockey, puis ça a été ta vie. Ouais. Ça prend 1, 2, 3, 4, 5 ans. Mais l'autre affaire aussi, la réalité qui te frappe, c'est d'essayer continuellement à appeler des contacts. Tu sais que t'as donné des billets toute ta vie, puis ces gens-là te disaient, Louis, ben tu finis, viens me voir, puis on va t'aider, puis on va te donner de l'ouvrage, puis s'il y a quelque chose, ben oui, dans ce temps-là, c'est bien correct, tu les fides. Tu sais, tu leur donnes des billets, puis tu leur donnes des billets, puis tu leur donnes des billets, puis ils sont contents de te voir, là. Tu sais, t'es vedette, puis tu joues dans les Nordiques, tu joues dans les Canadiens, tu joues dans les Bruins, whatever. Mais j'ai réalisé assez rapidement que ça marchait pas de même après ma carrière. Fait que ça a été pour moi, ça n'a pas été compliqué, car il a fallu que j'achète un bar en Gaspésie pour me faire de l'ouvrage. T'as acheté un bar ici? Oui. Ah oui, dans quel coin? Ici, à Carleton. OK. Ouais, le bar Saint-Barnabé, qui était le bateau, le fameux oui. bateau, là. OK, toi, t'as eu ça? Oui, j'ai eu ça 12 ans. Oh mon Dieu! Ouais. De quelle année à quelle année? 88. À 2000. 2001, 2000. Ouais. OK. Fait que c'est pas toi qui l'as parti. Mais Non, c'est Pierre Landry, Pirouli qu'on appelait. Pirouli, oui, exact, ben oui. En 1987. Ouais. OK, fait que toi, t'as acheté le bar. J'ai acheté le bar, je me suis créé un peu d'ouvrage. Ouais. Puis, j'ai trouvé ça très difficile, la transition. Qu'est-ce qui est le plus difficile là-dedans? Le plus difficile, c'est d'aller frapper aux portes. Tu sais, t'as pas d'éducation. T'es vulnérable. Ouais, t'es vulnérable, t'as pas d'éducation. T'as rien à offrir. Qu'est-ce que t'as fait dans ta vie? Je vois, OK. Tu sais, le gars qui sort de l'université avec un diplôme en ingénierie ou en médecine ou n'importe quoi, mais il rentre dans un hôpital puis il travaille le lendemain, là. Est-ce que tu as considéré, étant donné que moi, Gilles Lupien, qui est venu au podcast, que tu as nommé tantôt, qui est regretté aujourd'hui, m'avait dit, on a un doctorat en hockey. C'est ça qui arrive, tu sais, quand tu joues au hockey toute ta vie. Est-ce que tu as pensé continuer dans le hockey? Ou c'était Écoute, pas une option? si j'étais tellement perturbé dans le temps quand j'ai quitté Boston. Si j'aurais un regret à faire, j'en ai pas, là, mais si je n'aurais un, ça va demeurer à Boston. Tu serais resté à Boston? Oui, parce que Mike Milbury m'a offert d'aller coacher avec lui, d'aller assistant coach avec lui à Portland, dans le Maine, à le club école. OK. C'est là que j'aurais eu besoin d'aide, dans le temps. Ça t'aurait peut-être aidé pour la transition, oui, peut-être. c'est là que j'aurais eu besoin d'aide psychologique pour procéder tout ce qui m'avait arrivé, puis, tu sais, changer... faire un petit reset. Là. Exactement, faire un reset, puis changer mon mindset, puis le suivre. Parce qu'après ça, tous les gens qui ont travaillé avec Mike Milbury sont encore dans le hockey. Parce que lui, il a monté dans le management. Oui, partout, il est allé au Highlander de New York, après ça, dans la description, puis tout, mais tu sais... Lorsque tu sors du cercle du hockey, c'est fini. T'as 1 an ou 2 pour rester dedans. Après ta carrière, si tu sors, terminé. Donc, c'est comme, à ce moment-là, c'est comme si t'es sorti de la matrice. Exactement. Puis, est-ce que après quelques années plus tard, tu t'es dit, j'aimerais ça retourner dans le hockey ou à ce moment-là, c'était fini pour toi? Non, on dirait que j'avais plus l'idée à ça vraiment, là. Ouais. Puis, comment t'as gagné ta vie ou... après ça, quand je suis retombé sur mes pattes, je suis allé... Il y a 2 de mes amis qui m'ont appelé de Rimouski, Gaétan Lévesque, puis eux autres, il y avait un boulevard Chevrolet à Rimouski. OK. Puis il m'a dit, Louis, on sait que t'es bon, tu sais, on sait que t'es quand même... parle anglais, parle français, t'es intéressé à venir vendre des camions pour nous autres, dans le camion lourd. J'ai dit, j'ai la connaissance pour, tu sais, j'ai été élevé là-dedans un peu. J'ai dit, parfait, ben, si vous m'envoyez suivre la formation, comment c'est fait, de A à Z à l'usine, j'embarque dans le projet. Fait que j'ai travaillé 20 ans pour Camion Volvo. À Rimouski? Ouais.
Fait que t'habitais à Rimouski? Oui. Ah, OK. Fait que ça fait combien de temps que t'es revenu à Nouvelle? Ça fait 12 ans que je suis revenu. Dans Baie-Chaleur. 12 ans, OK. Fait que c'est somme toute récent. Récent, oui. Puis t'es-tu retraité aujourd'hui? Très, très retraité, je suis. Très retraité. Ouais. Je suis comme la chanson de mon ami Kevin. On est riche avec pas d'argent. Oui. Tu vas-tu voir Kevin des fois en show? Oui, oui. Ben, je le vois pas, en show, pas beaucoup, mais je le vois surtout, je le crois surtout. On a des bonnes jasettes quand je le croise, là. Ben oui. Tout le monde qui croise Kevin a une bonne jasette. C'est ça, exactement, oui. C'est une bonne énergie. Merci énormément, Louis. Je veux pas te retenir. On a déjà dépassé un petit peu l'heure. Pour ceux qui se posent la question, oui, tu as un lien avec Pierre-Luc Slager. Oui, c'est mon neveu, Pierre-Luc. Ouais. Qui a joué, Pierre-Luc a fait sa carrière en Europe. Oui. Deux était ces années-là, Pierre-Luc, puis Jean-François Plaude aussi, qui est mon autre neveu, qui a joué pour l'Océanique de Rimouski. Ah. Ces deux gars-là, puis plusieurs de leurs coéquipiers ont pas été chanceux, parce qu'ils ont sorti dans la grève. Le repêchage a sorti dans la grève du hockey qui a duré 2 ans. Ah, ben ça, c'était-tu le lockout, tu veux dire? C'était le lockout. 2004-2005? Exactement. Okay. Fait qu'ils ont tous été relayés à plus bas des lignes, plus bas. Ils ont jamais pu faire de camp d'entraînement. Fait que moi, mon neveu, à un moment donné, il m'a demandé mon opinion. J'ai dit, as-tu des opportunités pour aller en Europe? Il m'a dit, oui, je n'aurais. Ben, j'ai dit, vas-y, mon homme, fais ta carrière par là. Mais il y a eu une très belle carrière en Très Europe. belle carrière. Joué en Suisse. 10 ans, puis... C'est-à-dire, c'est the next best thing, comme on dit. The next best thing, exactement. Louis, ça a été un plaisir. Merci de m'avoir. Merci beaucoup, David, de m'avoir reçu. Ça me fait plaisir. Merci de m'avoir reçu carrément chez toi. Puis ça pourrait pas être plus gaspésien. Il y a du homard sur le... Il y a du homard, puis il y a le sirop d'érable. On peut pas être plus gaspésien que ça. Ah, je suis content que tu dises ce sirop d'érable. Je pensais que c'était du rhum. Non. Merci, Louis. Ça fait plaisir. Ah, merci énormément à Louis de m'avoir accueilli chez lui. C'était absolument fabuleux, une superbe rencontre. J'espère le recroiser en Gaspésie. C'est un pêcheur à la mouche aguerri. Donc, peut-être un jour vais-je faire appel à lui pour ses conseils. Je tiens à remercier Louis, évidemment, personnellement, de m'avoir accueilli en plein mois d'août chez lui. Je remercie également les acteurs de l'ombre de Dread sur le Tape. J'ai nommé Fred Levac, montage, jingle, Amelia Maguire Saint-Onge à la mise en onde, booking et plus encore. Les amis, passez une merveilleuse semaine et vous allez en passer une vraiment plus belle si vous avez vos billets pour mon spectacle au davidbocage.com. OK, passez une belle semaine. OK, bye-bye now.